Alors, suite de notre Mediapart Live sur ces attaques sur cette liberté fondamentale, le droit à l'information, le droit de savoir, avec cette deuxième proposition de loi qui s'ajoute à celle sur le secret des affaires, proposition de loi, vous venez de l'entendre dans la bouche du monarque président, puisque j'ai décidé, c'était pas dans son programme, tout seul, il dit il faut que ça se fasse et il trouve un député pour proposer la loi qui est la sienne, qui est celle du pouvoir exécutif. Donc sur les fausses informations, c'est sa dénomination officielle. Je souligne ce point. Passer par un député permet de ne pas demander au Conseil d'État est-ce que ce texte est en conformité avec les traités internationaux, les droits fondamentaux, études d'impact de ce texte, ça permet d'aller très vite. Et là aussi, alors qu'il n'y a pas d'élection tout de suite, procédure accélérée, donc il n'y a pas de navette, ça veut dire une seule lecture par l'Assemblée nationale, par le Sénat, je le répète pour la énième fois, ce n'est pas en marche, c'est en force. Alors, pour en débattre ce soir, pour comprendre tout cela, nous sommes avec trois intervenants à nouveau. Antonio Casilli, vous êtes, et on va découvrir toute votre connaissance et votre savoir qui est très pédagogique sur tout ça. Vous êtes sociologue, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech, et vous allez, je pense, nous expliquer pourquoi cette loi sur les fausses nouvelles nous parle de la fausse question et nous dire quelles sont les vraies questions. En face de vous, Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général d'une organisation qu'on soutient à Mediapart, Reporters sans frontières, et on a déjà fait beaucoup de choses ensemble, et vous allez nous parler aussi d'une initiative qui est Journalism Trust Initiative que vous avez lancée et qui va peut-être faire débat, on va le voir. Et en face de vous, Dominique Pradalier, figure du syndicalisme et de la défense des droits des journalistes, mais au service du public. Vous êtes délégué général du SNJ, qui fête ses 100 ans, le premier syndicat de journalistes, le syndicat national des journalistes. Alors, Dominique, je vais commencer par vous, comme tout à l'heure pour le secret des affaires. Expliquez-nous comment surgit cette loi, quel combat vous avez mené, toujours, je suppose, sur la même orientation. Cette loi sur les fausses informations ne doit pas concerner le travail légitime d'information des journalistes. Oui, bonsoir. Cette loi, elle est particulièrement dangereuse, inadaptée et inefficace. Dangereuse pourquoi? Parce que dans les textes que nous avons, la notion de fausse information ou fausse nouvelle n'est évidemment absolument pas cernée. Ça serait le premier point. Il y a un article de la vieille loi de 1881 voilà. Sur les fausses nouvelles, mais qui précise, et c'est très important, qu'il faut que ce soit de mauvaise foi. C'est-à-dire que ce soit dans une intention de nuire. Je dis juste pour qu'on comprenne, quand M. Sarkozy, pendant une campagne présidentielle, nous a poursuivis pour faux et usage de faux dans l'affaire libyenne, contournement de la loi de 1881, il avait ajouté la fausse nouvelle. C'est tombé tout de suite. Parce que comme c'est notre travail de journaliste, on ne peut pas dire que c'est de mauvaise foi. Et donc, il y avait cette précaution de la mauvaise foi qui n'est plus là. Qui n'est évidemment plus là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la loi de 1881, qui est notre loi code, notre loi de base, a prévu la fausse nouvelle intentionnelle, qu'elle soit traînée devant les tribunaux et que les coupables soient punis par de très fortes amendes d'ailleurs, parce que on parle à l'époque de 45 000 euros et ça peut aller jusqu'à 135 000 euros. Donc ce n'est pas rien. Donc ça existe actuellement. Dangereuse cette loi, pourquoi? Parce que en fait, elle est destinée à faire peur. Elle est destinée à faire peur. Et dans tous les colloques, interventions, etc., que nous avons, auxquels nous avons participé depuis le 3 janvier, jour de l'annonce des vœux à la presse, j'ai posé cette question simple. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une fausse nouvelle? J'attends encore la réponse. C'est même dit une fausse information maintenant. Une fausse information, pareil. Quelqu'un peut-il nous dire? Quelques exemples simples. Qui aurait pu croire il y a quelques lustres que des gendarmes pouvaient aller déposer des armes dans un appartement où vivaient des Irlandais? C'est une affaire qui me dit quelque chose. Pour les plus jeunes, je rappelle, c'est l'affaire des Irlandais de Vincennes, où dans le cadre de la lutte antiterroriste, les gens de l'Élysée, donc protégés par la présidence, pour montrer des résultats, ils ont chargé la mule, comme on dit en langage policier. Ils ont amené l'explosif, etc. Et il a fallu se battre
pendant des années pour montrer que c'était un montage. Dans l'histoire du groupe de Tarnac, qui vient d'être jugé, en espérant définitivement... En disant qu'il n'existait pas. Le groupe terroriste n'existe pas. Voilà. Le Julien Coupat, qui était traîné en justice depuis des années ainsi que d'autres, vient d'être relaxé. Et la présidente du tribunal a dit publiquement, le groupe de Tarnac était une fiction. 10 ans après. Troisième exemple, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Fillon, dernière campagne électorale. Est-ce qu'un magistrat ou quiconque aurait pu dire c'est faux les informations qui sont données par le Canard enchaîné? Et d'ailleurs, le candidat à l'élection présidentielle n'a pas pâti des informations, mais beaucoup plus du déni dans lequel il était en permanence, de dire mais non, etc. C'est beaucoup plus le déni qui lui a mis qu'autre chose. L'exemple le plus récent qui semble s'appliquer à la loi que veut le président Macron est Macron Leaks. Macron Leaks, en pleine campagne électorale, est sorti sur les réseaux sociaux. Qui a sorti des données d'échange de l'équipe proche de M. Macron. Le 5 mai au soir, juste avant le second tour. Issu, paraît-il, du QG de campagne du candidat Macron. Que s'est-il passé? La commission de contrôle de la campagne présidentielle a dit, dans un avis public, ce qui est son rôle, attention, on n'a pas le droit, pendant les 24 heures précédant le scrutin, c'est pour ça que vous aviez raison de rappeler la date, de parler, d'évoquer des faits qui pourraient orienter la prise de conscience des électrices et électeurs. Ok. Un certain nombre de rédactions ont cru interpréter ça comme étant « ne parlez pas de Macron Leaks ». À tort, à nos yeux, et un certain nombre, heureusement, ont enquêté, dont Radio France, ont enquêté, en ont parlé, etc., et ont permis de découvrir que c'était une basse manœuvre pour nuire aux candidats. Voilà. Laissez les journalistes travailler. Laissez les journalistes travailler. C'est une loi inadaptée. Pourquoi? Parce qu'elle est soi-disant affichée pour contrer les fausses nouvelles ou fausses informations des réseaux sociaux. Et en fait, elle est directement dirigée contre les journalistes. Pourquoi? Parce que si, sur un réseau... D'abord, vous, Edoui Plenel, découvrez sur un réseau, quel qu'il soit, qu'on vous attribue d'avoir volé dans la caisse d'un supermarché. Entre le moment où vous verrez ça, le moment où vous saisirez un juge des référés et le moment où les juges des référés pourra dire c'est faux, le truc a déjà le temps de faire 42 millions de fois le tour de la Terre. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, et je reviens à ce qu'a dit la présidente du tribunal, comment un magistrat des référés, puisque la procédure qui pend au nez des contrefaisants ou des malfaisants est une procédure de référé, comment un magistrat, en quelques heures, aurait la possibilité de dire voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, alors que des journalistes et des enquêteurs mettent plusieurs mois, voire plusieurs années à l'établir. Un exemple maison, j'allais dire, hein, parce qu'il faut bien comprendre procédure de référé, ça veut dire un juge qui décide en 48 heures. C'est même pas une décision. Maximum. 48 heures maximum. Hein, en deux jours maximum, il dit c'est vrai ou c'est faux. Puisqu'il s'agit bien de dire c'est une fausse information. Je vais vous donner un exemple très concret. Entre les deux tours de la présidentielle de 2012, l'enquête libyenne de Mediapart commence depuis l'été 2011. Nous découvrons ce document libyen d'engagement de financement à hauteur de 50 millions de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. C'est le moment où nous le trouvons, c'est donc le moment où nous le publions. Eh bien là, cette loi passe. Nous avons un référé de la part de M. Sarkozy qui dit c'est faux. Et il n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de confrères, à cette époque, disent « ne crois pas à notre document, c'est trop fou, c'est pas possible ». Donc ils disent « voilà, incroyable, c'est pas possible ». Donc ils n'y croient pas. Donc du coup, à ce moment-là, pourquoi un juge des référés n'y croirait pas non plus? Et donc dans ce cas-là, on tue la nouvelle. Parce que la nouvelle, va faire son chemin. On va continuer à travailler. La justice va faire son travail. Et aujourd'hui, vous le savez, rien ne peut prouver que ce document est faux, façon de dire qu'évidemment il est matériellement vrai. Il est matériellement vrai. Reste ensuite, c'est le but de l'enquête judiciaire,
à voir s'il dit vrai sur les faits eux-mêmes. Alors, je me tourne vers vous, de Loire, au niveau de RSF. Qu'est-ce que RSF, qui représente aussi des intérêts moraux, principiels, la liberté de la presse, a pu faire face à cette proposition de loi? Alors, face à la proposition de loi, pour l'instant, on travaille pour essayer de la transformer, pour l'améliorer. De quoi parle-t-on? Parce que l'échéance, si je ne me trompe, c'est un débat le 22 mai en commission des lois, oui, c'est ça. Mais en fait, il y a un sujet général qui est: est-ce qu'il y a dans le nouveau système de l'espace public, avec les plateformes numériques, qui changent radicalement la donne. Et ce que nous croyons à Reporters sans frontières, c'est que la donne de l'espace public est en train de changer, quelque chose de fondamental. Que, pour citer juste quelques exemples, jusqu'à présent, la publicité était un moyen de financer normalement du pluralisme politique. Aujourd'hui, c'est devenu l'objectif essentiel des plateformes qui sont dominantes. Google, Facebook dominent l'espace public, l'organisation de l'espace public, et le fait de réguler, d'envisager une régulation, n'est pas absurde. On parlait de Bolloré juste avant. Je crois que personne autour de cette table n'est hostile au fait qu'il y ait une régulation sur l'audiovisuel pour garantir l'indépendance éditoriale. Personne n'est hostile au fait qu'il y ait une régulation pour la distribution de la presse écrite, qu'on soit pour ou contre la loi Bichet et ses avantages, la loi qui, en France, qui est une loi très ancienne, le pluralisme, juste après la guerre, mais qui prévoit le pluralisme. La régulation peut apporter des garanties démocratiques. La question, c'est d'avoir une vision globale, j'allais dire holistique, du champ de l'information aujourd'hui. Parce qu'il y a parmi les choses nouvelles aujourd'hui aussi, c'est qu'avant, il y avait quand même un secteur des médias, avec un droit des médias, qui, et sur ces médias pesait, de manière insatisfaisante sans doute, mais une contrainte déontologique. Quoi qu'on pense des journalistes, des médias, l'honnêteté était un peu organisée, il y avait des règles. Aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence sur les plateformes qui véhiculent exactement de la même manière les contenus qui ont été produits dans le cadre de la plus grande indépendance, avec la plus grande honnêteté, et à l'inverse des contenus qui sont sponsorisés par des intérêts, le cas échéant invisibles, qui ont un caractère publicitaire ou de propagande pure. Et cette distorsion de concurrence, elle change radicalement la donne, d'autant plus que, comme des études encore récemment sorties aux États-Unis le prouvent, à cause des biais cognitifs des êtres humains, les informations fausses circulent plus vite que les vraies. Alors, et donc, on se retrouve. Et donc, pardon pour cette longue introduction. Non, mais je comprends. Mais expliquez-nous en quoi cette loi peut s'attaquer à cela. Et donc, aujourd'hui, nos démocraties sont confrontées à un danger de ce point de vue-là. Et il faut favoriser ce qui est honnête. Alors, ensuite, on est dans un moment géopolitique où des États despotiques veulent exporter leur modèle. Il ne s'agit certainement pas que les sociétés ouvertes, les sociétés démocratiques copient les méthodes de ces pays-là. Il ne s'agit certainement pas qu'elles entrent dans des guerres de l'information. Mais il n'est pas illégitime de faire en sorte de garantir l'indépendance éditoriale. Alors nous, par rapport à cette loi, vous voulez dire que les intentions de cette loi ne sont pas forcément mauvaises pour vous? Je pense que l'intention politique n'est pas nécessairement mauvaise. Après, il y a la question de comment c'est traduit en termes juridiques. Certaines de nos observations peuvent rejoindre celles que vient d'énoncer Dominique Pradelier, par exemple, sur le caractère, sur le fait qu'un certain nombre de dispositions ne porteront pas d'effet, en fait. Le juge des référés, pour les motifs qu'on a expliqués, généralement dira « je ne suis pas capable de statuer parce que je ne suis pas capable de dire que c'est manifestement faux ». S'agissant de la procédure de référé, il y aurait d'ailleurs 3 principes cumulatifs. Il faudrait que le juge, si jamais il devait, d'une certaine manière, censurer des contenus, devrait prouver qu'ils portent atteinte gravement à la sincérité du scrutin, qu'ils sont manifestement erronés et qu'ils ont été artificiellement promus. C'est cumulatif. Il faut qu'il y ait les 3 verrous. Donc, en gros, et les exemples cités étaient assez bons, le juge, généralement, il dira non, je n'ai rien à dire. Mais si toute la presse dit que le document libyen de Mediapart est faux, non, au moment où il sort. En fait, si on raisonne bien, si on regarde la jurisprudence française, etc. Alors qu'il n'était pas faux. La seule chose dont on peut dire qu'elle est évidemment fausse, c'est une proposition du genre un tel n'a pas payé ses impôts et il sort sa feuille d'impôt, ou un tel est mort et il réapparaît, il n'est pas mort, c'est manifestement faux. Mais en dehors de ces cas très spécifiques, et quand même rarissimes dans les campagnes électorales, ça n'arrivera pas. Donc, en fait, le risque, c'est d'une loi qui ne porte pas beaucoup d'effets, et qui, à l'inverse, produit des effets négatifs parce que ça pourrait laisser à penser que le pire des bobards était vrai. Et donc, il y a un risque de détournement de la loi. Il faut observer que dans cette loi, il y a des choses qui répondent à des revendications larges, notamment en matière de transparence. Et de transparence
sur le sponsoring, c'est-à-dire la promotion artificielle contre rémunération sur les plateformes. Et que ça, dans les consultations qui ont été organisées par le ministère de la Culture, puisqu'en fait, c'est vrai que le texte de loi, il n'a pas été rédigé à l'Assemblée nationale, mais au ministère de la Culture. Moi, encore un exemple de soumission du Parlement, je souligne. Et j'ai été partie prenante de ces consultations. Bon nombre des présents disaient, mais en fait, il faudra aller plus loin. Il faudra que cette transparence, elle soit tout au long de l'année, et pas simplement pendant les périodes électorales. Et là, c'est au motif du risque d'être retoqué par le Conseil constitutionnel sur sur le fondement du droit du commerce, du droit du commerce, qui n'est pas tout à fait la même chose, que le gouvernement ne va pas plus loin. Donc, moi, je crois que cette loi, elle va pas transformer il n'y a pas un risque majeur, il y a des risques, le sujet est légitime. Il faut faire en sorte de ne pas, avec un sujet légitime, faire une mauvaise loi. Mais Christophe, pourquoi ne pas juste demander, et je crois que même certains avocats spécialistes du droit de la presse l'ont suggéré, de dire simplement cette loi ne peut pas de mettre dans la loi qu'elle ne peut pas viser, dans sa mise en pratique, le travail légitime des journalistes et des médias. On a un numéro de commission paritaire de publication et agence de presse, on a une carte de journaliste, etc., qui relève de la loi de 1881. Pourquoi ne pas mettre dans la loi cette protection de façon à éviter qu'elle soit détournée dans un contexte de tension, dans un contexte de pression sur la justice? Vous le voyez bien. La loi sur l'aspect CSA, parce qu'il y a aussi un aspect Conseil supérieur de l'audiovisuel, vise les médias sous contrôle d'un État étranger et pas les médias français. Je vous souligne juste, il y a l'aspect CSA qui vise notamment Russia Today, mais là, ça vise les sites Internet, notamment nous. Elle est très légitime, et pour tout dire, on a eu un débat à RSF sur le sujet aujourd'hui. Mais si on regarde la loi de 1880, et je ne crois pas faire erreur en disant ça, elle ne distingue pas les journalistes des autres. Le droit de la presse, au fond, en France, il s'applique à tout le monde de la même manière. Mais est-ce que c'est pas une garantie démocratique? Alors, est-ce qu'il faudrait revenir et discriminer même positivement les médias? C'est une question qui mérite. Oui, mais là, vous voyez, la formulation, c'est par le biais d'un service de communication au public en ligne. C'est-à-dire, c'est la presse en ligne, dont vous connaissez les audaces parfois par rapport à une certaine partie de la presse, qui est particulièrement visée. Non, mais à mon sens, et là je suis pas à défendre la loi, mais le problème de l'espace, en fait, dans l'espace public, il y a autre chose qui a changé. C'est que le droit de la presse en France, il s'applique. On a le droit de tout dire, et on est responsable de ce qu'on a dit, le cas échéant, si de mauvaise foi on apporte des informations fausses, ou on a insulté, etc. Sur Internet, il y a des auteurs anonymes. Il y a des auteurs inatteignables, il y a des choses qui sont radicalement nouvelles et qui peuvent porter, y compris préjudice, aux journalistes. Puisque dans ces sites qui sont que rien ne permet, j'allais dire, évidemment, quand on a une conscience et une vision de ce que doit être le journalisme, on est capable de distinguer, pour peu qu'on sache dans quelles conditions l'information est produite, et de faire la distinction sur le principe. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un média sur Internet? En France, il y a un statut, mais sur les informations qui viennent de partout, elle est où la distinction? Il n'y en a pas. Et les plateformes sont totalement aveugles. Et ça, moi, je pense que... pour élargir le sujet, je pense que la question générale, c'est aussi la question de comment on régule les plateformes. Et cette question, finalement, on la pose assez peu aujourd'hui, même si... Alors, le gouvernement a un projet de troisième statut, entre le statut d'hébergeur et le statut d'éditeur. Il ne faut surtout pas, contrairement à ce que certains disent en ce moment, que donner aux plateformes la responsabilité de leur contenu, comme les éditeurs, parce qu'au fond, ce serait donner un boulevard à Mark Zuckerberg pour dire « Très bien, vous faites de moi un éditeur, eh ben, je vais avoir ma ligne éditoriale. Je vais être le rédacteur en chef de la planète. » Est-ce qu'on a envie de ça? Non. Il faut prévoir des garanties pour maintenir le pluralisme, pour que les plateformes aient une neutralité politique, pour qu'elles ne puissent pas avoir leur ligne éditoriale et supprimer, parce que ça vient à l'esprit de leurs dirigeants ou de leurs programmeurs à l'intérieur, de faire des choix qui sont des choix idéologiques et qui seraient extrêmement dangereux. Ça, c'est un point extrêmement important. Je crois que c'est demain que Maria Gabriel, qui est la commissaire européenne au numérique, doit formuler des propositions, mais qui sans doute, je crains, n'iront pas très loin, puisque la Commission européenne est en fin de course. Mais là-dessus, il y a des enjeux majeurs et ça vaut la peine, je crois, d'y réfléchir. Alors, vous parliez des plateformes, justement. On va demander au spécialiste, celui qui va dans les machines, Antonio Casilli, de nous donner son point de vue. Vous vous êtes déjà exprimé, mais là, vous allez le faire directement dans notre université populaire sur cette loi fausse information. Si je vous ai bien lu, vous dites que ça tape à côté.
Ça tape à côté pour 3 raisons principales. La première, c'est de considérer que le problème est seulement limité aux plateformes et que donc seulement les plateformes doivent être obligées pendant la campagne électorale à être transparente et loyale d'une manière plus poussée que d'habitude. Alors que déjà, en France, depuis 2014, on a imposé le principe de la loyauté des plateformes. Le problème, à mon avis, est qu'il faut aussi aller regarder du côté des partis politiques, parce que si quelqu'un partage de l'information orientée politiquement et de mauvaise foi, c'est parce qu'il y a un intérêt politique derrière, et cet intérêt politique doit être exploré. Et à mon sens, il faudrait imposer aussi aux formations politiques, par exemple, les mêmes obligations de transparence. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième est liée, si vous voulez, au côté sanction de cette loi. Elle est une loi française classique contre Internet. Je dis bien contre Internet parce qu'à chaque fois, on a toujours le même tarifaire des sanctions, c'est 1 an de prison, 70 000 euros d'amende. Alors je ne sais pas à quel moment on a établi que ça c'était la règle d'or pour pouvoir stopper la barbarie numérique. N'importe quelle barbarie numérique. Les sauvages du numérique. Enfin, on a vu les mêmes types de sanctions, si vous voulez, même sur les personnes atteintes d'anorexie qui parlaient librement de leurs problèmes sur Internet. On a proposé à un certain moment, à plusieurs reprises d'ailleurs, depuis 2009, une loi qui finalement a été complètement effacée de la loi française, qui proposait les mêmes sanctions pour des questions très proches. Alors voilà. Et le troisième problème, à mon avis, est lié sincèrement à ce mécanisme de saisie du juge des référés, qui, comme déjà a été rappelé, doit respecter 3 règles. Donc la troisième règle est à mon sens la plus problématique, c'est-à-dire la règle selon laquelle il faut que ça soit démontré que ces contenus ont été partagés de manière massive et artificielle. Et ça, c'est marqué dans le texte de loi s'il n'a pas été modifié entre-temps. Alors, là où j'ai un problème, c'est sur l'artificialité. Parce qu'on présuppose, on fantasme sur le fonctionnement et sur la circulation de certains contenus, par exemple, imaginons un tweet, qui aurait été partagé par ce qu'on appelle de manière conventionnelle les bots. Donc les bots, c'est des robots. Des robots qui renvoient... Mais qu'est-ce qu'un robot? Et à quel moment on considère qu'un compte sur Twitter, par exemple, est un robot? Et là, vous voyez, vous vous rendez compte que si vous posez la question, et je doute que le juge soit équipé techniquement et scientifiquement pour pouvoir répondre à la question, un bot est un spectre de comportement. Un spectre de comportement, c'est-à-dire un éventail de comportement. Et c'est-à-dire que si j'ai un compte Twitter tout à fait légitime, mais que, par exemple, j'automatise certains tweets, que c'est chaque matin, je partage un tweet avec une chanson, est-ce que je suis un bot? Est-ce que cela fait de moi un bot? Ou alors, est-ce que le fait d'automatiser certaines choses, ou alors le fait de me créer 7-8 faux comptes, et déjà, il faudrait voir qu'est-ce qu'un faux compte, Il y a des alias, des avatars. Des avatars, mais même pas des avatars, parce que la question est que la règle du jeu est que Internet, on dit souvent Internet, c'est le royaume de l'anonymité. En fait, il n'y a pas d'anonymité, mais il y a de la pseudonymité. Et la pseudonymité, sur certains services, est tout à fait admise. Sur d'autres, complètement interdite. Pensez, par exemple, à Facebook, qui est basé sur une règle de vrai nom. Et donc, il faudrait d'abord voir qu'est-ce qu'un vrai nom, parce que si j'ai un pseudonyme dans ma vie professionnelle, est-ce que, voilà, c'était le cas de certains célèbres écrivains qui se sont retrouvés dans cette situation. Bon, revenons-en à la question du bot. La question du bot est, en gros, pour dire que la difficulté à laquelle nous nous heurtons est la difficulté de définir un compte artificiel. Et finalement, une circulation artificielle de la fausse nouvelle. Et ça, c'est un problème de taille. Un problème de taille dans la mesure où ce qu'on démontre de plus en plus et de plus en plus souvent, surtout dans la vague d'études qui ont suivi les élections américaines, l'élection présidentielle américaine de 2016, est que ce qu'on définit souvent comme des bots, c'est des personnes soudoyées pour partager des contenus. C'est ce qu'on appelle donc des personnes dans des fermes à clic. Mais des ouvriers, des ouvriers du tâcheron du clic. C'est vraiment des personnes, et ouais, j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont des personnes qui sont très très peu rémunérées pour faire un travail qui relève effectivement de l'exploitation. À la mine du numérique. Carrément. Alors, il faut faire attention parce que la mine après renvoie à d'autres parties d'Internet comme la blockchain. Je ne rentre pas dans le détail, mais la question est que souvent il s'agit de personnes qui sont payées à la pièce, c'est-à-dire au clic. Et quand je parle payé au clic, c'est micro-payé.
personnellement, j'ai vu des annonces de recherche de micro-tâcherons du clic qui, par exemple au Pakistan, étaient payés $30 pour 50 000 likes sur Facebook. Ça veut dire 0,0006 centimes par clic. Alors, évidemment, on se dit qui serait prêt à travailler ou même seulement à cliquer pour une rémunération irrisoire comme celle-ci. Eh bien, évidemment, des personnes qui se trouvent dans des pays tiers, dans des pays à faible revenu, dans lesquels souvent les niveaux de vie et les salaires moyens ne dépassent pas les 50 ou $100 par mois. Et là, on se retrouve effectivement face à une forme de travail nouvelle qui, dans certains cas, s'articule avec la communication politique. Dernièrement, Jonathan Corpusong, qui est un chercheur américain, a mené une enquête absolument remarquable aux Philippines, dans laquelle il a démontré que, en gros, la circulation des fausses nouvelles dans le contexte politique aux Philippines est articulée avec les agences de pub, avec les agences de marketing politique et finalement les partis politiques. Et le problème est là. Le problème est dans les partis politiques qui ont intérêt à acheter ces clics. Donald Trump a acheté des clics. 40% des fans de la page de Donald Trump sur Facebook viennent de deux pays, les Philippines et le Mexique. Et ça, c'est vraiment l'ironie totale que des Mexicains ceux qui veulent chasser, ceux qui voudraient chasser. Voilà. L'ironie avec 10 journalistes assassinés dans le même temps au Mexique. Bien sûr. Et voilà, doublement. Mais là, c'est plutôt la tragédie qui se conjugue à l'ironie. Enfin, il ne faut pas aller voir loin. En France, les primaires socialistes, et là, on en a des preuves, ont été propulsés à coup de clics payés 70 centimes par clic. Parce qu'on est en France, et quand même le salaire moyen est beaucoup plus important, et donc les personnes doivent être motivées avec des incitations économiques beaucoup plus importantes par rapport à ça. Et donc, vraiment, ça couvre un éventail très large du point de vue politique, et vraiment tous les pays du monde. Si je vous suis bien, Antonio Casilli, pour vous, cette loi, c'est à nouveau une énième loi de diabolisation du peuple numérique, pourrait-on dire. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas derrière une autre question qui rejoint ce que disait Christophe Deloire tout à l'heure? Il y a la gratuité démocratique de l'échange, du partage de la révolution numérique. Mais au cœur de ce qui se passe, il y a cette gratuité publicitaire qui est venue faire tomber le mur qu'il y avait entre la publicité et l'information. Qui la gangrène carrément. Hein, vous avez rappelé que la campagne à fake news des néo-conservateurs, des ultra-conservateurs autour de Trump, c'était des sites de Macédoine qui n'étaient pas idéologiques, c'était des jeunes qui se sont dit je me lie à une régie publicitaire automatique et je me fais de l'argent. Oui. Et je me fais de l'argent. Et nous avons découvert, nous récemment sur Mediapart, que des sites complotistes français où il y a du racisme, de la xénophobie, des fausses nouvelles en pagaille, vous avez des bandeaux publicitaires automatiques et vous voyez quoi? Des annonces publicitaires du ministère des Armées pour recruter des militaires, des annonces du ministère de l'Éducation pour recruter des enseignants, des annonces du ministère de l'Intérieur pour recruter des policiers. C'est-à-dire l'État français qui prétend faire la chasse aux fausses informations finance ces lieux-là. Donc, en fait, il faudrait s'attaquer à cette gratuité publicitaire, non? Il faudrait s'attaquer aux règles de la circulation publicitaire et, si l'on veut, à la limite, non pas imposer une transparence fantasmatique aux plateformes, mais plutôt des règles précises qui pousseraient à la limite à modifier leur modèle d'affaires. Le modèle d'affaires d'une plateforme comme Facebook ou de grandes plateformes de blogging dans certains cas est basé effectivement sur la monétisation des contenus publicitaires et la monétisation des données personnelles. Et là, on a le problème. Le problème principal, c'est ça. Le problème principal est qu'on est face à un système d'incitation perverse qui, en gros, pousse à des comportements qui se retournent contre nous et qui produisent, en gros, circulation d'informations qui, dans la meilleure des hypothèses, n'est pas contrôlée, dans la pire des hypothèses est problématique, et dans la pire encore des situations, nous pousse à adopter des lois qui sont encore plus problématiques que les contenus qu'elles cherchent à régler. Oui, alors revenons-en à cette loi, Dominique Pradalier. Un exemple tragique qui n'est toujours pas poursuivi. En 2014, un internaute se prétendant, affirmant résider en Israël, a réussi à menacer de mort et a envoyé le raid français en pleine nuit au domicile privé de journalistes de rue 89 et de Libération.
quand même, qu'un internaute puisse envoyer le RAID français en pleine nuit à des domiciles privés, c'est quand même fortiche, si j'ose dire. Eh bien, depuis, nous n'avons jamais su où en sont les enquêtes. 4 ans plus tard. Et je vous rappelle qu'il y a eu mort d'homme. Ça a provoqué le décès du père. Le décès du père d'un des journalistes. Parce qu'il lui a dit que son fils était mort. Hein, voilà. C'est ça. Je veux dire que l'inefficacité du texte en l'état est flagrante. On a 4 ans après, il y a eu mort d'homme, on ne sait toujours pas. Comment on peut envoyer le RAID français en pleine nuit? Moi, je ne sais pas faire. Et comment on peut ne pas faire d'enquête sur ce point? Deuxième point sur les responsabilités encore accrues du CSA. Non seulement politiquement... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel par rapport aux chaînes de télévision. Non seulement c'est une faute politique, mais en plus ça coupe la profession en morceaux. Pourquoi c'est une faute politique? Parce que ce Conseil ne peut être considéré par personne comme une instance indépendante. Il ne répond à aucun de ces critères. Pourquoi? Parce que ses membres sont nommés par les pouvoirs politiques. C'est un organisme de régulation qui fait ce travail. Et là, il aurait le pouvoir de supprimer le canal d'une chaîne de télévision. Mais il n'y a pas de raison qu'il puisse répondre à des analyses de contenu et en juger lui-même. C'est hors de question. Cette instance, qui n'est pas indépendante, ne doit pas interférer, encore une fois, dans la déontologie des journalistes. Et ce texte renforce une régression du pluralisme. Ça veut dire qu'une idéologie, un point de vue qui dérangerait, le CSA pourrait dire ça dérange, donc ça doit disparaître. Or, dans le texte qui renforce le CSA, ses responsabilités, on dit des organes sous influence étrangère. C'est quoi l'influence? C'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi le pluralisme? Est-ce que cette influence étrangère serait nocive? Ça ne le dit pas. Pour qui ou contre qui? Ça ne le dit pas. Simplement, on renforce. Alors ça se passera en Hongrie, en Pologne, tout le monde hurlerait. Oui, c'est votre formule. C'est votre formule. Vous avez dit, ouais. Si c'était en Pologne, tout le monde crierait. Bien sûr. Ou en Hongrie. En France. Pardon? Crierait en France, par contre. Oui, crierait en France, voilà. Bien sûr. Nous sommes très forts pour donner des leçons aux autres. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je suis alors, désolé, il y a une divergence entre le SNJ et RSF. Tu dis qu'il n'est pas du tout précisé en quoi c'est nocif. C'est dans le texte. Il y a une notion qui est une notion de droit qu'on peut contester, mais qui est la notion d'intérêt, que ça porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Enfin, il y a des choses. On peut contester le texte, et nous d'ailleurs, on préfère une autre logique. Mais je pense qu'il faut quand même regarder le texte un tout petit peu. Tout à l'heure, vous parliez de circulation perverse. En fait, la question aujourd'hui, c'est comment, dans un système où on a presque intérêt à être malhonnête, on a presque intérêt à propager de la rumeur. Pourquoi? Ça coûte pas cher de propager de la rumeur, de la trappe-clic. Et ça circule plus vite. Donc même économiquement, à la limite, on a intérêt. Plutôt que de faire du journalisme rigoureux, on fait des enquêtes comme à Mediapart, on y passe du temps, ça coûte cher, ça circule bien à Mediapart, mais de manière générale, ça circule pas si bien l'information journalistique, puisque de fait, il y a un effondrement économique. Alors, comment on trouve des solutions? Et là, Reporters sans frontières a lancé très récemment une initiative avec un appel à contribution, parce que ça sera un processus très ouvert, la Journalism Trust Initiative, initiative pour la confiance dans l'information, qui vise à résoudre des problèmes concrets en ayant en tête les plus grands principes et la vision la plus élevée du journalisme et en voulant défendre l'essence du journalisme. L'idée, c'est la suivante. C'est que il faut arriver à donner un avantage concret à exercer le journalisme digne de ce nom, pour reprendre le titre de la charte du SNJ. Et pour redonner un avantage concret, il faut arriver à donner un avantage à ceux qui le méritent le plus. Et donc, il faut arriver à les distinguer. Est-ce que c'est les États à qui on va demander ça? Certainement pas, ce serait évidemment dangereux. Est-ce qu'il faut compter sur les plateformes? Et aujourd'hui, au fond, c'est les plateformes qui décident qui est sur Google News, qui n'y est pas, etc. Elles n'ont pas de critères. Apple, qu'est-ce qui remonte comme information? Il n'y a pas de critères. Ce serait dangereux de le faire sous-traiter par les plateformes aussi. Donc, il faut des solutions d'auto-régulation. L'idée consiste à créer un référentiel en étant fondé sur le principe de la création de standards, de référentiels, de normes journalistiques. Et au fond, qu'est-ce que c'est que des normes journalistiques? C'est des garanties sur les processus éditoriaux. Parce que le journalisme, ça n'est jamais qu'un processus sur lequel on peut apporter des garanties en matière d'indépendance éditoriale, de transparence des médias, de respect des règles déontologiques et d'utilisation des méthodes journalistiques. Une fois qu'on aura créé ce référentiel, et ça c'est un processus très ouvert où
participeront des médias, des syndicats, des organisations. La première réunion aura lieu le 23 mai. On pourra mettre en œuvre quelque chose qui existe déjà dans d'autres secteurs économiques, qui est la certification, qui est la vérification de l'adéquation entre des structures, des entités, à un cadre de référence. Et ceux qui sont en mesure de prouver qu'ils présentent des garanties, sur les chapitres que j'ai évoqués, alors pourront être avantagés. Comment? Il y a au moins 5 possibilités, dont 2 sont fondamentales. La première, c'est les plateformes. Aujourd'hui, les plateformes, et même si on se met à leur place, à la limite, elles ont un problème. Même Mark Zuckerberg, il a des problèmes, des vrais. Et les démocraties le patron de aussi. Facebook. C'est précisément que sa plateforme, sa plateforme est non, mais je cherche pas à résoudre les problèmes de Mark Zuckerberg, oui. Mais c'était sa plateforme, elle est aveugle pour savoir comment les contenus qui sont arrivés sur la plateforme ont été produits en amont. Et là, on lui donne des éléments pour qu'il promeuve les contenus qui sont capables pas les contenus, de fait, les médias qui sont en mesure d'établir, de prouver qu'ils présentent des garanties. Et donc, plus de visibilité, donc aussi avantage économique. Même chose pour les annonceurs. Et je veux dire que les plus grandes organisations d'annonceurs du monde soutiennent cette initiative. Et c'est fondamental. Et les plateformes, Google a annoncé qu'il participerait. Et ça n'a pas été facile que Google participe. Parce que Google, ça ne lui plaît pas tellement. Les plateformes, à court terme, elles ont intérêt à ce que personne ne vienne les embêter. Mais nous, on dit, là, on vous apporte un outil et on a de quoi argumenter auprès d'elles. Ensuite, les organes de régulation peuvent être intéressés, parce que même si on regarde aujourd'hui sur les bouquets des chaînes de CSA, il y a toutes sortes de chaînes. Il y a des chaînes qui font de l'information avec quand même un certain niveau, un certain standing. Et puis, il y a la chaîne qui fait la pub du club de foot, et puis il y a la chaîne qui sert les intérêts du Parti communiste chinois, et ainsi de suite. Même chose pour un label public, pour les aides publiques, etc. Bref, ça vise à renverser la logique, à donner un véritable avantage à être concret, et ça fait le lien, le pont entre la déontologie, le journalisme et les avantages économiques. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement se bercer dans les débats de beaux principes, il faut aussi sauver concrètement le journalisme, le plus proche des idéaux du journalisme. Antonio Casilli, en écoutant Christophe Deloire, est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer une séparation dans le peuple numérique entre les professionnels de l'information et les amateurs, puisque la révolution numérique, c'est aussi, on a parlé des lanceurs d'alerte tout à l'heure, ceux qui nous écoutent sont aussi acteurs de l'information. Écoutez, personnellement, je considère que l'idée d'un ISO 9000 du journalisme, ou alors d'une norme qui puisse effectivement vérifier d'une part certaines informations, de l'autre attester de la qualité, et en général d'une déontologie, d'un procédé déontologique, est une bonne nouvelle. Effectivement, ce que j'ai envie de dire est que on aurait, si on le laissait là, un angle mort dans cette initiative si on n'incluait pas le public ou les publics, et donc comment les inclure est effectivement l'enjeu principal. Parce que, en effet, dans le processus, dans le cycle de création des news, les gens qui lisent et qui partagent sont là, sur Internet, je pense, évidemment, participent au même titre que les journalistes. Et que se concentrer exclusivement sur la production de contenu nous oblige effectivement à voir seulement un volet de la question. Un mot bref de réaction, Christophe, et après Dominique. C'était la production de contenu professionnel. L'honnêteté n'est pas l'apanage des professionnels. Dominique Pradalier. Nous n'avons pas du tout la même approche et nous pensons que c'est une fausse bonne idée. Excusez-moi de vous le dire directement. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le travail d'autorégulation aux journalistes et aux rédactions. Vous savez très bien que la charte que vous appelez du SNJ est la seule charte existante en France de déontologie et dit n'accepte dans son honneur professionnel que d'être jugé que par ses pairs. Et ce n'est pas un vain mot. Pourquoi ? Parce que la presse est multiple, variée, etc. Dans la proposition que vous venez de décrire, vous parlez de plateforme, c'est-à-dire aussi bien des contenus publicitaires que des contenus de ceci, de cela. Nous, on parle uniquement de la défense de l'information. 2 possibilités absolument vitales encore aujourd'hui. Premièrement, c'est que les rédactions aient une reconnaissance juridique pour un droit de conscience collectif, reconnu par la loi, qui puisse leur permettre de rester l'âme du journal. Et le magnifique combat que nos confrères et consoeurs de iTélé ont mené pour l'honneur professionnel pendant 31 jours aurait pu aboutir contre M. Bolloré s'ils avaient disposé de cet outil. Et le deuxième point, qui peut être en premier, est une instance nationale type conseil de presse, indépendante réellement, celle-là,
qui, paritairement, aurait journalistes et éditeurs et la société civile, et qui pourrait enquêter, émettre un avis sur tout dysfonctionnement, l'avis étant publié dans le ou les médias concernés. Voilà. Si on veut défendre la qualité, de l'information, si on veut défendre la qualité de l'information en France, ce n'est pas par des algorithmes ou des certificats extérieurs qui, comme on vous l'a dit, une de nos consoeurs, c'est comme une photocopieuse. Elle pourra vous dire ce qui est bien blanc, ce qui est bien noir, ce qui est bien cadré, ce qui est bien en place, mais pas ce qui est lisible. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, les algorithmes ont un peu d'importance et qu'on aurait tort de ne pas regarder. Étant nous-mêmes... Mais il ne suffit pas de protester. Bon. Et désolé, le débat, on va le poursuivre. En tout cas, étant nous-mêmes un acteur du numérique qui n'est pas dans la gratuité publicitaire, n'oubliez pas, on ne vit que de votre soutien, ça ne coûte qu'1 euro. Et c'est une protection aussi sur l'intégrité des informations. Nous voyons bien comment, au fond, nous avons un code de la route, c'est cette loi de 1881 qui nous protège. Et nous protège aussi le fait de parfois bousculer le monde médiatique aussi. Par des informations que des médias dominants n'auraient pas apportées et parfois contestent. Il ne faut surtout pas défendre le principe des médias dominants. Il faut un principe parfaitement égalitaire avec le pluralisme le plus large. Mais parfois, vous voyez bien que certaines informations doivent s'imposer au système médiatique et ça prend du temps. Oui. C'est ce que nous avons vécu. Et donc, il faut permettre à l'outsider d'avancer. C'est ça. C'est ce qui m'inquiète quand on y a projet, c'est exactement la vidéo de Mediapart qui était sur le principe seuls les lecteurs peuvent nous acheter. C'est exactement ça le but. Donc, je pense que Mediapart devrait participer. Mais on va suivre ça de près. On est tout à fait ouvert à la discussion. En tout cas, on va suivre. C'est fin mai ce qui se joue sur cette loi sur les fausses informations.